Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Frida Kahlo est la peintre mexicaine la plus connue du XXe siècle. Elle n'avait pas prévu de devenir artiste. C'est un accident qui l'a mise sur cette voie. Elle a révolutionné l'art en osant peindre ses sentiments et des sujets féminins comme l'avortement et l'amour passionnel. Ses toiles reflètent ses souffrances physiques et morales, mais aussi l'incroyable vitalité qui l'a animée jusqu'à sa fin tragique. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Frida Kahlo, peintre de la douleur. Épisode 1. La fille brisée. Nous sommes en 1926 à la Casa Azul, dans le centre de Coyoacán, l'un des quartiers de Mexico. Frida Kahlo a 19 ans. Elle est allongée sur son lit. Son buste est enserré dans un corset de plâtre. Elle s'ennuie. L'accident qui a failli la tuer quelques mois plus tôt a transformé son corps en une véritable prison. Elle doit rester immobile pour lui laisser le temps de se réparer, s'il se répare un jour. Pour la distraire, sa mère a fait installer un miroir sous le baldaquin du lit. Elle a aussi fait construire un chevalet spécial qui permet d'incliner la toile au-dessus de la moribonde. Frida peut bouger les bras. Son univers se résume à ce qui est posé à portée de ses mains. Elle attrape des couleurs et des pinceaux, du noir, du rouge. Elle dessine ce qu'elle voit, ce qu'elle connaît. Elle offrira son premier tableau au garçon qu'elle aime. Elle ignore si cette déclaration d'amour suffira à le retenir maintenant qu'elle est une fille brisée. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón naît le 6 juillet 1907 à Mexico. Sa mère, Mathilde Calderón, est une descendante de colons espagnols et d'indigènes. C'est une femme dépressive. Comme toutes les femmes de son temps, elle est au service de sa famille et de son mari. Le père de Frida, Guillermo Kahlo, est photographe. Il est d'origine allemande et il est arrivé au Mexique à 19 ans en 1891. Mathilde est sa seconde femme et Frida, la 3e fille née de ce second mariage. Frida est la fille préférée de son père. Elle n'a pas le caractère soumis et docile de ses sœurs et de sa mère. Elle est bien plus intelligente et vive que les autres. Frida veut travailler et voir le monde. Jusqu'à la Révolution de 1910, Guillermo Kahlo travaillait pour l'État mexicain. Il sillonnait le pays pour photographier des monuments et il gagnait bien sa vie. Le militaire Porfirio Díaz était président depuis 1876. Son régime, le porfirisme, a modernisé le Mexique en développant les chemins de fer et l'économie grâce aux capitaux étrangers. Mais la terre n'appartient qu'à un petit nombre de grands propriétaires qui exploitent les paysans dans les haciendas. Le Mexique de Porfirio Díaz est une dictature qui protège une oligarchie au détriment du peuple largement illettré qui vit dans une grande pauvreté. Díaz est renversé par la Révolution démocrate en 1910. Guillermo Kahlo perd son principal employeur, celui qui lui permettait de vivre en grand bourgeois, et donc, si Frida veut travailler, ce n'est pas plus mal. Mais très jeune, le destin semble s'acharner sur elle, ou plutôt sur son corps. À l'âge de 8 ans, elle développe une poliomyélite. La polio est une maladie infantile causée par un virus qui pouvait, parmi d'autres symptômes variés, causer des paralysies des membres inférieurs. Frida est alitée pendant plusieurs semaines et elle gardera des séquelles toute sa vie. Sa jambe droite restera atrophiée, mais ce n'est pas assez pour étouffer ses folles ambitions. Frida rêve de devenir médecin. Peu de jeunes filles de son temps osent s'imaginer dans une carrière médicale. Son père croit en elle et il se débrouille pour la faire scolariser dans une des meilleures écoles de Mexico. En 1922, à 15 ans, Frida intègre l'école nationale préparatoire de la capitale. C'est une vraie fierté parce qu'il n'y a que 35 filles admises pour 2000 garçons. Les adolescents la surnomment la Cora, la boiteuse en espagnol, mais pas pour très longtemps. Frida va gagner un autre surnom.
À l'école, elle fréquente un petit clan de jeunes gens brillants qu'on surnomme les cachuchas, les casquettes. Ils sont tous promis à de grands destins de politiciens. Parmi eux, il y a Alejandro Gómez Arias. C'est un futur homme politique de premier plan du Mexique. C'est avec lui que Frida vit ses premiers émois amoureux. Et pourtant, un autre homme la perturbe. C'est un peintre muraliste qui peint une fresque dans son école. Il s'appelle Diego Rivera. Dans les années 1920, les muralistes sont à la mode au Mexique. Le gouvernement démocratique passe commande auprès de ses spécialistes des grands formats pour peindre des fresques à la gloire du pays dans l'espace public. Diego Rivera a 20 ans de plus que Frida. C'est un ogre à côté d'elle. Il est très grand et obèse. Il pèse presque 150 kilos et elle, à peine 49. Frida regarde Diego travailler pendant de longues minutes. Elle est fascinée. Nous sommes le 17 septembre 1925. Frida a 18 ans. Elle vient de quitter son école située rue d'Argentine avec Alejandro. Ils grimpent tous les deux dans l'autobus qui doit la ramener à Coyoacán. C'est dans ce quartier que se trouve la Casa Azul où vit Frida avec ses parents. Soudain, un immense fracas de métal lui déchire les tympans. Tout bouge autour d'elle. Son corps est projeté à travers l'habitacle du bus. Une barre de métal lui traverse le bas-ventre et ressort de son corps entre ses cuisses. Elle a une épaule démise, 3 fractures de la colonne vertébrale, 2 aux côtes, 11 à la jambe et un pied en miettes. Elle réalise à peine qu'un tramway vient de heurter son bus, la laissant pour morte dans le vacarme de la tôle froissée. Quand les secours arrivent, ils font un premier tri des blessés. Ils considèrent que Frida n'est pas prioritaire car elle a peu de chances de s'en sortir. Alejandro, qui est plus légèrement blessé, supplie les secouristes de le laisser pour s'occuper de Frida. C'est son insistance qui lui a sauvé la vie. Après cet événement, Frida passe 1 mois à l'hôpital. Les médecins font leur possible pour réparer son corps brisé. Sa survie est presque un miracle. Après son hospitalisation, Frida est ramenée chez ses parents où elle poursuivra sa longue convalescence. Elle est immobile dans son lit, prisonnière de son corset de plâtre. Les secondes s'égrènent avec lenteur. Frida s'ennuie. Pour la distraire, sa mère fait poser un miroir sous son baldaquin et installe un chevalet au-dessus du buste de sa fille. Elle met ensuite à sa disposition des tubes de peinture et des pinceaux. Frida a appris les bases du dessin lors d'un stage chez un graveur peu de temps avant son accident. Les pinceaux et les couleurs ne lui sont pas inconnus, même si c'est loin d'être une passion pour elle. Pour s'occuper, elle décide de dessiner ce qu'elle voit dans le miroir, son reflet. Mais elle ne veut pas peindre cette version brisée d'elle-même. Influencée par les maîtres de la Renaissance italienne comme Botticelli, elle dessine son portrait dans un style pur et naïf. Son visage, structuré par ses sourcils qui se rejoignent au-dessus de son nez, est légèrement tourné vers la gauche. Ses cheveux noirs, séparés par une raie médiane, sont tirés vers l'arrière. On ne sait pas trop si ses grands yeux sombres regardent le spectateur ou fixent le vide. Elle porte une veste de velours rouge foncé qui met en valeur son profond décolleté à la peau cuivrée. Le fond du tableau est totalement noir. On distingue ton sur ton des vagues et un ciel nuageux comme une version enfantine et sombre de la vague d'Okusai. Ce portrait idéalisé d'une Frida disparue dans l'accident du bus est un cadeau pour Alejandro, une manière désespérée de le retenir. Mais après 2 ans aux côtés de sa petite amie alitée, Alejandro s'éloigne de jour en jour. La vie continue pour lui. Les mois passent et la fille brisée se transforme en peintre. Sa convalescence terminée, Frida commence à fréquenter les milieux communistes de Mexico. C'est dans ces cercles de gauche qu'elle croise à nouveau la route de Diego Rivera en 1928. Ce grand amateur de femmes est touché par cette demoiselle minuscule à côté de lui, avec son caractère de lionne et ses tableaux dont il saisit le potentiel artistique.
Les deux artistes tombent amoureux et se marient l'année suivante, en 1929. Frida est folle de son époux. Diego adore les longs cheveux noirs de sa femme et ses robes ethniques qui lui vont si bien. L'identité mexicaine moderne est alors en train de se construire et Frida joue de ses origines et des modes locales pour se créer un style unique. En 1931, Frida suit Diego aux États-Unis où on lui a commandé plusieurs fresques murales. Il déménage en fonction des lieux où il doit peindre. En 2 ans, il pose ses pinceaux à San Francisco, à Détroit et à New York. La Mexicaine découvre avec un peu de mépris ces gringos capitalistes qui l'exaspèrent. Diego n'est pas si regardant. Il n'a aucun problème à accepter l'argent du Rockefeller Center pour peindre une fresque dans laquelle il dissimule les visages de communistes célèbres comme celui de Lénine. De son côté, Frida continue à peindre. Ses sentiments lui inspirent une toile intitulée « Frida y Diego Rivera ». Son style, de plus en plus naïf, évoque à première vue des illustrations de livres pour enfants. Diego est peint à gauche de la toile. Il est immense et tient dans sa main droite une palette et des pinceaux. De l'autre main, il tient celle de Frida. Elle ressemble presque à une petite fille à côté de lui avec sa grande robe verte à volants et son châle rouge. Au-dessus de leur tête, une colombe tient un ruban sur lequel on peut lire le titre de l'œuvre, une longue phrase évoquant le sujet de la peinture et les circonstances dans lesquelles elle a été faite. Pendant cette période, Frida est tiraillée par ses envies de maternité. Elle peint notamment une toile intitulée « Ma naissance », où on voit sa tête de bébé sortant d'entre les cuisses de sa mère en position gynécologique sur des draps maculés de sang. Le sexe de la parturiente est béant. Personne avant elle n'a osé peindre un accouchement de manière aussi crue. Frida représente sa propre naissance, mais espère pouvoir enfanter à son tour. Pendant son voyage aux États-Unis, elle tombe enceinte au moins 2 fois. Les adhérences de son utérus provoquent des fausses couches et il faut nettoyer ses entrailles en faisant des curetages pour éviter les infections. Ces épreuves lui inspirent de nouveaux tableaux où on peut la voir sur un lit d'hôpital. Elle représente autour d'elle des fœtus et des pelvis liés à elle par des veines rouges. Les draps sont maculés de sang et son visage est baigné de larmes. Elle réalise qu'elle ne sera jamais mère. Frida est désespérée. Le couple rentre à Mexico en 1933. Diego est fâché parce qu'il n'a presque plus de travail au Mexique. Les peintres de gauche ne plaisent plus autant et le muralisme commence à se démoder. S'il ne peint pas, Diego s'adonne à sa seconde passion, les femmes. Sa nouvelle toquade n'est autre que Cristina, la jeune sœur de Frida. Profondément blessée par cette double trahison, Frida va prendre une décision radicale. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Frida Kahlo, la vie de l'ambitieuse Mexicaine qui rêvait d'étudier la médecine bascule après un grave accident de la route. Alitée plusieurs mois, la jeune fille s'adonne à la peinture qu'elle commence à concevoir comme un moyen de s'exprimer. Dans un meeting communiste, elle rencontre le peintre muraliste Diego Rivera dont elle tombe amoureuse. Diego et Frida se marient et voyagent aux États-Unis. Après leur retour à Mexico, le peintre entame une relation passionnelle avec la sœur de Frida. Épisode 2. Une artiste mexicaine. Nous sommes à Mexico en 1933. Lorsque Frida découvre que Diego la trompe avec sa sœur Cristina, elle est dévastée. Diego et Frida ne sont pas du genre fidèle, mais là, il est allé trop loin. Frida décide de partir pour les laisser vivre leur passion. Elle a elle-même une liaison avec un autre homme, un designer japonais. Elle essaye aussi de présenter ses toiles dans des galeries américaines, mais son art est jugé trop gynécologique. La thématique de la naissance et des avortements n'est pas vraiment dans l'air du temps, ni même à l'avant-garde. Blessée par Diego, Frida commence à s'intéresser au féminisme.
En 1935, l'annonce du procès de l'assassinat d'une femme par son mari la révulse. L'homme déclare au tribunal avoir seulement donné à son épouse quelques coups de pique. Dans les faits, il l'a poignardée 22 fois. De son propre aveu, Frida se reconnaît dans cette femme parce que Diego l'assassine un peu tous les jours. Elle peint pour la première fois un tableau représentant un fait divers. Dans une chambre jaune, on peut voir une femme nue allongée sur un lit. Elle est couverte par le sang qui coule de ses plaies béantes. Un homme se tient à côté d'elle, une lame à la main. Il semble fier de lui. Au-dessus d'eux, 2 colombes, une noire et une blanche, tiennent un ruban sur lequel on peut lire « Unos cuantos piquetitos », juste quelques petits coups de pique. Des taches de sang maculent le cadre orange, comme si les coups de poignard l'avaient fait éclabousser hors de la toile. Malgré la souffrance, cette année-là, en 1935, Frida pardonne à sa sœur et à Diego et reprend la vie conjugale avec lui à la Casa San Ángel, une maison double dont les 2 parties sont reliées par un pont. À cette époque, Frida loge le couple Trotsky à la Casa Azul. L'ancien révolutionnaire communiste a été exilé d'URSS par Staline, encore plus radical et ambitieux que lui. Frida, malgré son corps souffrant, est une sensuelle. Elle séduit Trotsky et entame une liaison avec lui, ce qui provoque la colère de Diego et une nouvelle crise dans le couple. Diego, l'infidèle, ne supporte pas de savoir que Frida a des amants. En 1938, Frida et Diego accueillent chez eux l'écrivain surréaliste André Breton et sa femme, la peintre Jacqueline Lamba. Frida noue une liaison avec Jacqueline. André Breton est déjà une star dans les années 1930. Il est le chef de file du surréalisme, un mouvement artistique qui laisse l'inconscient créer librement. Breton adore la peinture de Frida. Pour lui, cette artiste est une peintre surréaliste. Frida s'en défend. Elle ne peint pas ses rêves, mais sa propre réalité. La vérité, c'est qu'elle déteste être associée à un mouvement pictural sans l'avoir choisi elle-même. À la fin des années 30, Frida commence à être reconnue. Elle expose aux États-Unis et fait la une de Vogue au Mexique. Elle devient petit à petit une icône vivante de son pays. C'est à cette époque qu'elle rencontre le photographe hongrois Nicolas Meuret, avec qui elle vit une idylle. Pendant quelque temps, Frida devient son sujet favori. Il fait les plus beaux portraits photographiques de la peintre avec ses fleurs dans les cheveux. Frida fixe intensément l'objectif. Elle est comme sur ses tableaux. Son visage est caractérisé par ses sourcils joints et un duvet marqué au-dessus de la lèvre supérieure. En 1939, Frida est appelée à Paris par André Breton. Il a organisé une exposition en l'honneur de la peintre mexicaine avec la complicité de son ami Marcel Duchamp, à qui on doit le ready-made, le détournement d'objets du quotidien en objets d'art. Le fameux urinoir intitulé Fontaine en est l'exemple parfait. Frida voyage à Paris pour le vernissage. Elle est accueillie à bras ouverts par tous les artistes en vogue, à l'instar de Pablo Picasso. Ce voyage devrait être sa consécration à l'international, mais Frida déchante. André Breton a organisé une exposition qu'elle juge folklorique. Ses tableaux sont exposés avec des objets d'art mexicains. Et puis, le galeriste Pierre Coll s'est permis de faire le tri dans ses toiles et de ne pas toutes les exposer. Pour elle, c'est un véritable affront. Frida ne se sent pas prise au sérieux. Et elle déteste Paris qu'elle trouve sale. Elle estime que Saint-Germain-des-Prés, le quartier des intellectuels et des artistes branchés de l'entre-deux-guerres, est totalement décadent. C'est à cause d'eux que le fascisme monte en Italie et en Allemagne. Décidément, pour Frida la communiste, rien ne va à l'ouest de l'Oural. L'artiste a une vision très sombre des événements. Les Parisiens la considèrent sincèrement comme une peintre d'avant-garde et l'État français lui achète un autoportrait qui sera même exposé au Louvre.
L'année 1939 est une année charnière. Frida est désormais reconnue comme une artiste de premier plan. Elle a 32 ans, elle est plus indépendante que jamais et elle ne supporte plus les infidélités de Diego Rivera. Le 6 novembre, elle obtient le divorce. C'est un véritable affranchissement qu'elle accompagne d'un nouvel acte radical. Elle coupe sa longue chevelure noire qui faisait sa fierté et dont Diego raffolait. Elle abandonne aussi les robes pour s'habiller avec des costumes d'hommes. Pour célébrer son divorce, elle peint un autoportrait aux cheveux coupés. Frida est assise sur une chaise jaune, elle a revêtu un costume masculin noir et une chemise bordeaux. Elle tient encore dans sa main droite une paire de ciseaux et ses cheveux noirs jonchent le sol en mèches éparses. En haut du tableau, on peut lire sur un ruban « Tu vois, si je t'ai aimé, c'est à cause de tes cheveux, maintenant que tu es chauve, je ne t'aime plus. » La séparation avec Diego est violente pour Frida. Quand elle va mal, son corps le lui fait payer. Des excès d'alcool aggravent une infection rénale. Elle est à nouveau hospitalisée pendant plusieurs mois. Frida et Diego ne supportent pourtant pas la vie l'un sans l'autre. Le peintre accourt au chevet de son ex-femme et se montre plus tendre que jamais. Au final, le couple se remarie moins d'1 an après sa séparation. Un nouveau contrat symbolique est passé. Ils ont le droit d'être infidèles, mais ils doivent éviter de se faire souffrir et surtout, ils ont l'obligation de protéger leur couple. Aucun amant, aucune maîtresse ne pourra le mettre en danger. Plus amoureux que jamais, les deux peintres s'installent à la Casa Azul, la maison d'enfance de Frida. Dans les années 1940, la peintre continue sa production artistique. On peut y déceler l'expression de son corps en souffrance entre les douleurs osseuses et les infections variées. Elle explore aussi les thèmes de l'amour et du folklore. En 1943, elle se peint dans un costume ethnique mexicain. L'image de Diego Rivera est dessinée sur son front pour montrer qu'il est toujours dans sa tête. L'année suivante, en 1944, l'artiste doit à nouveau se faire opérer. Sa colonne vertébrale lui cause des douleurs insupportables. Les chirurgiens lui posent des broches en métal pour tenir ses vertèbres. À nouveau alitée, elle peint un autoportrait qui illustre sa douleur. Son visage est baigné de larmes, son buste, ouvert dans le sens de la longueur, est maintenu par des sangles. Sa colonne vertébrale, à nu, est représentée sous la forme d'une colonne ionique fissurée. Tout son corps est parsemé de petits clous à demi plantés dans sa peau. C'est un véritable martyr. La peintre ne résiste à la souffrance qu'en abusant de médicaments à base de morphine. De retour chez elle, elle ne parvient à peindre que quelques heures par jour dans une chaise roulante. Frida Kahlo est désormais une artiste mexicaine incontournable. Ses tableaux sont exposés à plusieurs reprises dans le pays. 1953 est l'année de son apothéose. La galerie Lola Alvarez Bravo de Mexico organise sa première rétrospective. Frida ne raterait son vernissage pour rien au monde. Comme elle est hospitalisée, elle débarque au milieu de la fête en ambulance sur une civière. Ce bel événement survient quelques mois avant son amputation de la jambe à cause de la gangrène. La vie de Frida n'est plus qu'une succession d'allers-retours entre l'hôpital et la Casa Azul. Ses journaux intimes témoignent de ses insupportables souffrances et commencent à laisser apparaître des pensées suicidaires, seule échappatoire définitive à ses douleurs. Et pourtant, certaines de ses toiles célèbrent encore le bonheur comme Viva la Vida, peint en 1954, une nature morte au pastèque, à la fois optimiste et symboliquement reliée au monde des morts dans le folklore mexicain. Au printemps 1954, son corps brisé, opéré à 32 reprises, trouve un nouveau moyen de la trahir. Cette fois, c'est une pneumonie qui l'amène à l'hôpital. Mais la rage de vivre est toujours là et Frida échappe à ses médecins pour se rendre à une manifestation communiste contre l'ingérence des États-Unis au Guatemala. C'est la dernière apparition publique de la peintre.
Frida vit désormais dans son lit à la Casa Azul. Elle meurt le 13 juillet 1954, une semaine après avoir fêté ses 47 ans. Officiellement, une embolie pulmonaire a eu raison d'elle. Officieusement, on pense qu'elle a mis fin à ses souffrances en abusant de ses médicaments. Après une veillée funèbre au Palais des Beaux-Arts, le corps meurtri de Frida Kahlo est incinéré et ses cendres sont déposées à la Casa Azul, qui est aujourd'hui un musée en son honneur. C'est Diego Rivera qui a offert la maison de Frida au peuple mexicain pour achever de faire d'elle une icône du pays. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Frida Kahlo. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production, Julien Tarot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire. À bientôt!